Ma mère a préparé un thé de la chance pour ma fille de 9 ans, puis, elle l'a accidentellement bu elle-même. Ma mère préparait un thé de la chance pour ma fille de 9 ans, avant chaque compétition. Bois-le, chérie, c'est bon pour toi, disait-elle chaleureusement. Puis, elle l'a accidentellement bu elle-même. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Je ne le savais pas encore. À l'époque, ce n'était qu'une énième compétition de danse scolaire. Des paillettes, des chansons pop bruyantes, et des parents qui faisaient semblant de respirer. Ce n'était pas censé être le début d'une affaire criminelle familiale. L'événement s'appelait En route vers les étoiles. Une fille de chaque école devait se qualifier pour les finales de la ville. Tout le monde savait déjà que cela se jouerait entre deux enfants, ma fille, Chloé, et ma nièce, Lily, la fille de ma sœur Émilie. J'étais calme. 9 ans, des costumes brillants, des applaudissements et des rubans, rien de bien grave. Ma mère et Émilie? Pas aussi calme, apparemment. Maman est arrivée tôt, comme toujours, portant 2 thermos identiques. Je leur ai fait du thé de la chance, a-t-elle dit, en les posant comme s'il s'agissait de saintes reliques. Camomille et miel, pour la concentration. C'était son rituel. Elle jurait que cela apportait de la bonne énergie. Personne ne discutait, car il était plus facile de boire que de froisser ses sentiments. J'aidais Chloé avec son costume, pendant qu'Émilie s'agitait autour de Lily comme une mère poule sous caféine. Maman flottait entre nous, fixant des épingles à cheveux, murmurant des conseils, et micro-gérant des enfants de 9 ans. C'était le chaos habituel, des enfants qui courent, l'entraîneur qui crie, et des paillettes partout. Celui-ci est pour Lily, celui-là est pour Chloé, disait maman, comme si elle distribuait du vin sacré. Puis, Émilie l'a appelé pour fixer un nœud. Maman a posé les thermos sur le banc, et s'est éloignée. Je déplaçais quelques affaires pour faire de la place, sans même me rendre compte que je les avais échangées. C'était juste un mouvement minuscule, sans importance, dans le bruit des coulisses. Maman, c'est toi qui en as besoin. Tu es plus nerveuse qu'elle, ai-je plaisanté. Elle s'est figée. Pendant une seconde, ses yeux ont croisé les miens à un regard vif, presque effrayé. Émilie a regardé aussi, l'air inquiet. Tu as raison, a fini par dire maman. Pourquoi pas? Mais au lieu de prendre le thermos le plus proche, elle a tendu la main vers celui qui était le plus loin, lentement, comme si elle choisissait un fruit au marché. Elle en a versé un peu dans le couvercle, et l'a bu d'un trait. Quelques minutes plus tard, elle se rassoit sur le banc, toute livide et en sueur. Maman, ça va? Juste des vertiges, murmure-t-elle, en essayant de se lever, mais ses genoux se dérobent. Alors, le cœur habituel a commencé, de l'eau. Appelez l'infirmière. Émilie avait déjà son téléphone à la main. J'appelle une ambulance. Pendant que je tenais maman par les épaules, elle continuait de marmonner, ne faites pas peur aux filles. 5 minutes plus tard, les ambulanciers l'attachaient sur un brancard. Je pars avec elle, a dit Émilie, en attrapant son sac. Toi, reste avec les enfants. Aucune des 2 filles n'a bu ce thé. On n'en a pas eu le temps. Quand l'ambulance est partie, je suis resté dans le couloir avec 2 petites filles en paillettes, qui semblaient soudain très fragiles. Grand-mère va bien se porter, leur ai-je dit. Allez danser. Tout va bien. Le spectacle a continué. Musique, applaudissements, la vie faisant semblant d'être normale. J'ai à peine regardé la scène. Je n'arrêtais pas de penser que c'était peut-être sa tension, son cœur, ou Dieu nous en préserve, un AVC. Le fait qu'elle venait de boire quelque chose juste avant de s'effondrer ne m'a même pas effleuré l'esprit. Les 2 filles ont bien dansé. Chloé était rayonnante. Elle a gagné. J'étais fier, purement et simplement un pas de supériorité, juste de la fierté pour mon enfant. La foule a applaudi, Chloé a souri, et je n'arrêtais pas de me dire, j'ai hâte de le dire à maman. Elle aurait dû la voir. Après la compétition, j'ai appelé Émilie, pour lui dire que Chloé avait gagné. Elle a marqué un silence, puis a lâché un félicitations très plat. J'ai demandé comment allait maman, et si je devais venir à l'hôpital. Pas besoin, a dit Émilie. C'était juste sa tension. Elle va bien. Elle se repose. J'ai donc ramené les 2 filles à la maison. Les 2 thermos étaient toujours dans mon sac, enfouis sous les costumes et les rubans.
Je n'avais aucune idée que l'un d'eux contenait la preuve qui allait réécrire toute notre histoire familiale. Émilie est venue chercher Lily tard ce soir-là. Elle avait l'air épuisée. « Comment va maman ?» ai-je demandé. « La tension » dit-elle rapidement. Elle s'est trop agitée. Il la garde en observation, peut-être 2 jours. Elle parlait vite, les yeux baissés. Je n'ai pas insisté. Pressée, Émilie ne vous apportait jamais rien d'autre que de l'agressivité. « Et toi ?» ai-je demandé. « Je vais bien » dit-elle, en se mordant la lèvre. « Merci d'avoir pris Lily. » Je lui ai proposé du thé. Elle a refusé. Elle est restée là, maladroitement, comme si elle avait oublié pourquoi elle était venue. Ses yeux se sont posés sur les 2 thermos, toujours posés sur la table. Elle a passé ses doigts sur l'un d'eux, suivant le contour du couvercle. « Je devrais peut-être les prendre » dit-elle sans me regarder. « Pour les rendre à maman. » Les filles n'ont pas bu son thé magique cette fois, n'est-ce pas? Elle semblait presque sentimentale, comme si elle avait de la peine pour maman, si désireuse d'aider qu'elle finissait elle-même à l'hôpital. C'est exactement comme ça que je l'ai pris. Pas besoin, ai-je dit. Je m'en occupe. Et non, elles n'en ont pas bu. Elle a hoché la tête, mais n'a pas bougé. Elle est restée 1 seconde de plus, fixant les thermos, puis m'a jeté un regard rapide et nerveux, a appelé Lily, et est partie. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Maman était pâle, mais vivante. Et, ai-je dit. Comment tu te sens? Mieux, sourit-elle, un peu trop vivement. Juste la tension, tu sais. L'âge. Elle évitait un peu mon regard, ses doigts tripotant la couverture, comme s'il cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Les médecins disent que je serai bientôt de retour à la maison, ajouta-t-elle. J'ai juste surréagi. J'ai hoché la tête. Son sourire était trop crispé. Sa voix semblait fragile. Dans mon enfance, chaque fois qu'elle mentait, elle plissait les yeux, comme si la lumière la dérangeait. Pourquoi agit-elle si bizarrement? Pensais-je. Puis, pire, c'est peut-être grave, et il me le cache. Je vais parler au médecin, d'accord? Pourquoi, a-t-elle lancé, la tête se redressant brusquement. Je veux juste savoir ce qui se passe. Tout va bien, Anna. Ne commence pas à faire du mélodrame. C'est ça. Dans notre famille, tout va toujours bien. Le médecin était jeune, poli, le genre de personne capable de dire des choses terribles d'une voix calme. Votre mère est stable, dit-il, les yeux fixés sur le moniteur plutôt que sur moi. Il n'y a plus de danger. Mais sa réaction était inhabituelle. Cela ressemble à une intoxication, mais nous ne savons pas encore dû à quoi. Savez-vous ce qu'elle a mangé ou bu, juste avant que cela n'arrive? Elle a pris son thé aux herbes, ai-je dit. Fait maison, il hocha la tête. Pourriez-vous en apporter un échantillon? Nous allons faire une analyse toxicologique. Cela prend quelques jours, mais cela nous permettra d'éliminer des pistes. Je me suis levé, serrant mon sac à 2 mains, comme s'il pouvait maintenir le monde entier en place. Bien sûr, dis-je, bien que ma tête bourdonnait. Puis, une pensée m'a frappé, terrible et évidente. Docteur, et si un enfant avait bu ce thé? Ma fille. Elle a 9 ans. Il a arrêté de taper. Un enfant? Oui. Ce thé lui était destiné. Ma mère l'a préparé pour les 2 petites filles. Alors, s'il vous plaît, apportez-le, dit-il, la voix soudainement ferme. S'il contient des extraits actifs, un enfant pourrait tomber très malade. À quel point? N'importe où, entre une somnolence extrême et une perte de connaissance, parfois des problèmes respiratoires, ou même des soucis cardiaques. Nous voyons des cas comme ça, mais ce n'est qu'une généralité, ajouta-t-il rapidement. Apportez l'échantillon. Nous allons tout vérifier. Vous recevrez les résultats en tant que mère. On vous appellera dès que ce sera prêt. Je l'ai remercié et je suis sorti, les genoux flageolants. Le thé de la chance n'était plus un rituel familial. C'était une preuve, scellée dans de l'acier inoxydable. Quand je suis repassé dans la chambre de maman, elle faisait semblant de lire un journal. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je dit. Le médecin dit que tu t'en sors bien. Tu vois, sourit-elle. Tu t'inquiètes trop.
Je l'ai regardé et j'ai pensé, c'est impossible. C'est juste une coïncidence ridicule. Ils ne trouveront rien. Il n'y a aucune chance que maman blesse sa propre petite fille. Le jour même, j'ai apporté les 2 thermos au laboratoire de l'hôpital. Au préalable, je les ai examinés du mieux que j'ai pu. L'un d'eux sentait les herbes, le miel, et quelque chose de médicinal. Les 2 jours suivants, j'ai erré dans la maison, comme une somnambule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui se serait passé si Chloé avait réellement bu ce que sa grand-mère lui avait tendu. La nuit, j'écoutais ma fille respirer, et je me surprenais à tressaillir à l'odeur du miel. Le 2e jour, j'ai craqué. Je suis allé chez maman sous prétexte de vérifier le courrier, et d'arroser ses plantes. La maison était silencieuse, close. La cuisine sentait le médicament. Des bocaux tapissaient l'étagère pour le cœur, pour le sommeil, pour les nerfs, toute la pharmacie du monde, mais sans instruction. Parmi eux, un bocal sans étiquette, et à côté, un petit carnet à couverture souple. Je l'ouvris. Des listes de plantes, des chiffres, des notes au crayon. Matin, 2 gouttes. Soir, 1. H demi-dose. Pas de nom, juste des lettres. Pourtant, ce simple H a suffi pour me nouer l'estomac. Ça ne pouvait pas vouloir dire Chloé, n'est-ce pas? Mes mains ont agi d'elles-mêmes, j'ai sorti mon téléphone, j'ai pris les pages en photo, sans même savoir pourquoi, juste au cas où j'aurais besoin de me souvenir de ce que j'avais vu. Clic, clic. Le carnet est retourné exactement là où il était, comme si je ne l'avais jamais touché. À l'époque, je me disais encore que c'était juste grand-mère qui était obsédée par l'organisation, son petit système, et non ce que c'était réellement. Quand le médecin a fini par appeler, je n'ai même pas reconnu sa voix au début. Nous avons les résultats, a-t-il dit. La boisson contenait un sédatif, à une concentration dangereuse pour les enfants. Même pour un adulte, surtout sous traitement, cela pourrait provoquer une forte réaction. Il parlait calmement, mais mes mains sont devenues glacées. Et si un enfant de 9 ans l'avait bu, ai-je demandé. Il y aurait eu de graves complications. Dans le meilleur des cas, une perte de connaissance. Dans le pire. Il s'est arrêté. Disons simplement que c'est une bonne chose que nous en parlions au passé. Nous vous enverrons le rapport. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La cuisine bourdonnait de silence. Chloé regardait des dessins animés, en riant, et je suis resté là, planté, fixant mon téléphone, réalisant que le mot « maman » ne sonnerait plus jamais de la même façon. Ma tête était un gâchis. Ce n'est que tard dans la nuit, après que Chloé se fut endormie, que je me suis assise dans la cuisine pour essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Donner un sens à tout cela. Maman faisait des tartes, préparait des compotes, et répétait que la famille est tout ce qui compte. Pendant ce temps, elle passait sa vie à classer les gens entre les doués et les fiables. Émilie était pleine de promesses, moi, j'étais constante comme la météo. Pas de tempête, mais pas de soleil non plus. Je les avais beaucoup aidées toutes les 2. J'avais complété la pension de maman, payé ses assurances et ses taxes foncières. Quand la voiture d'Émilie est tombée en panne, j'ai aussi payé pour ça. Rien d'héroïque, juste ce qu'on fait quand on a un emploi solide. Je suis architecte. Je leur envoyais de l'argent, j'achetais ce dont elles avaient besoin, et j'oubliais. Maman traitait cela comme son dû. Émilie faisait semblant de ne pas remarquer. Je ne voulais même pas y penser, mais l'idée ne me quittait pas. C'était possible. Elle aurait pu le faire. Elle aurait pu glisser quelque chose dans le thé de ma fille pour que Lily gagne. Nous étions toutes les 2 divorcées, mais j'avais les moyens de mettre Chloé dans un vrai studio de danse. Costumes, leçons, compétition, tout cela coûte cher. Lily dansait dans le groupe gratuit après l'école. La différence flottait dans l'air. Maman soupirait constamment à ce sujet, tu devrais réfléchir à ce que cela coûte. Tu gaspilles de l'argent en paillettes au lieu de penser à la famille. Émilie restait silencieuse, mais je savais que ça piquait, que je sois celle qui peut se le permettre. Je n'avais jamais pensé que cela importait, jusqu'à ce que je réalise à quel point l'envie coûte cher, quand elle est déguisée en amour. Les 2 filles étaient talentueuses. Tout le monde le disait. C'est peut-être pour ça que maman a décidé de rééquilibrer les chances. Je me suis souvenu que, 2 fois l'année dernière, Chloé était tombée malade juste avant des compétitions, une fois avec un mal de ventre,
une autre fois avec des vertiges, faibles, arrivant à peine à tenir debout. C'était passé le lendemain matin, et nous n'étions jamais allés chez le médecin. Nous pensions que c'était quelque chose qu'elle avait mangé. Pas de chance, le stress, peut-être les nerfs. Même le thé de grand-mère n'avait pas aidé. Et puis je me suis souvenu de notre dernière conversation. J'avais refusé une demande d'argent de maman, en disant que le costume de Chloé avait été onéreux. Elle s'était offensée, disant « c'est ça ». Maintenant, tout passe dans la scène. À l'époque, j'en avais ri. Maintenant, ces mots sonnaient comme un avertissement que j'avais ignoré. J'essayais de chasser cette pensée, de me dire que c'était un accident, juste des herbes mélangées, mais quand un accident arrive 2 fois, ce n'est plus une coïncidence. Le certificat de Chloé était toujours sur la table, gagnante, en route vers les étoiles. Je l'ai regardée. Elle était vraiment en route vers les étoiles, mais pas de la façon dont elle l'avait rêvé. Tard dans la nuit, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond. Je revoyais sans cesse le visage pâle de maman, ses mains sur cette tasse, et la voix du médecin. Pour un enfant, cela aurait pu être très dangereux. Je ne savais pas quoi faire. Appeler la police? Ridicule, c'est ma mère. Mais quelque part au plus profond de moi, la colère commençait à dégeler, pas une colère bruyante, mais froide, régulière, celle qui vous pousse enfin à agir. Au matin, le monde semblait le même, la cuisine, la bouilloire, le frigo. Mais maintenant, je savais que ma famille était capable de verser du poison dans la coupe d'un enfant, et d'appeler cela de l'affection. À partir de ce jour, je ne pouvais plus boire de thé. Pas avec du miel. Pas sans. 2 jours plus tard, ils ont laissé sortir maman. J'ai dit à tout le monde que j'y allais pour l'aider à la maison. En réalité, je venais la surveiller. J'avais déjà le rapport du labo, concentration de composés sédatifs dangereuses pour les enfants. Les formulations polies sonnent toujours pire que la version brute. La maison était silencieuse, de cette lourdeur familière. Maman avait l'air d'aller bien, juste un peu plus pâle que d'habitude. J'ai proposé de préparer le déjeuner. Elle m'a balayé d'un geste. « Ne te donne pas cette peine, dit-elle, avant d'aller dans sa chambre. » Quand la porte s'est refermée, je me suis enfin autorisé à regarder autour de moi. Pas en tant que fille cette fois, mais plutôt comme quelqu'un qui sait qu'il y a un secret dans la pièce. J'ai commencé à fouiller les étagères de la cuisine. Il était là, le même bocal sans étiquette que j'avais vu auparavant. Je l'ouvris. Ce n'était pas du thé. Une poudre sombre avec une odeur chimique âcre. Pas de la pharmacie, plutôt de la poussière de métal mélangée à des herbes. J'en ai pris un peu dans un sac en plastique que j'avais apporté. Je me sentais ridicule, comme un détective en jean. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix est venue de l'encadrement de la porte, et j'ai failli lâcher le bocal. Je me suis retourné. Elle se tenait là, en robe de chambre, le regard plat. « Je prends un échantillon, ai-je dit. Je veux savoir ce que c'est. » Pourquoi? Parce que le thé que tu as fait pour Chloé, et que tu as accidentellement bu toi-même, t'a envoyé à l'hôpital. Ils y ont trouvé quelque chose de dangereux. J'ai glissé le sac dans ma poche, j'ai sorti le rapport du labo de mon sac à main, et je l'ai posé sur la table. Elle l'a regardé, a parcouru une ligne ou deux, et a ricané. N'importe quoi. Ils adorent voir du danger partout. J'utilise les mêmes herbes que tout le monde: camomille, tilleul, miel. La camomille n'envoie pas les gens à l'hôpital, ai-je dit. Elle a regardé le bocal, puis moi. Tu penses vraiment que j'ai fait ça exprès? Mon Dieu, Anna, j'ai probablement mélangé les bocaux. J'en ai des dizaines. J'arrive à peine à lire les étiquettes. Tu crois que je voulais empoisonner ma propre petite fille? Je ne pense rien, ai-je dit. Je veux juste savoir ce qu'il y a dans ce bocal. Je l'ai soulevé à nouveau, et j'ai senti le fond collé à ma paume, un reste de colle. Sous l'étagère gisait une étiquette déchirée. Je l'ai approchée du bocal. Les bords correspondaient. Oh, regarde. Voilà l'étiquette, ai-je dit. Tu veux lire ce qu'il y a écrit? J'ai lu à haute voix, pas pour les enfants. Pour usage externe uniquement. Alors, ouais. Pas vraiment de la camomille. Quelqu'un avait lavé le bocal, gratté l'autocollant, et l'avait posé ici avec le reste des plantes.
J'ai sorti mon téléphone et pris une photo. Maman regardait, le visage sombre. Tu es paranoïaque, dit-elle. Ces labos disent que tout est toxique. Ils ne savent pas la moitié de ce qu'ils racontent. Elle a attrapé le bocal, l'a tourné entre ses mains. Pourquoi supposer que j'ai utilisé celui-là, a-t-elle lancé. Et même si je l'ai fait, c'est probablement pour les articulations ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas. Elle a jeté le rapport sur la table entre nous. Il a atterri comme un mur. Tu aurais pu simplement me demander. Non, il a fallu que tu transformes ça en cirque. Je n'ai pas répondu. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Maman est allée ouvrir. Émilie est entrée avec un sac de fruits, toute préoccupée et d'une fausse gaieté. Maman, comment tu te sens? Vivante, dit sèchement maman. Ta sœur pense que je suis une meurtrière. Le sourire d'Émilie s'est figé. Elle s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un échantillon, ai-je dit. Pour savoir ce que cette poudre est réellement. Tiens, lis ça. Je lui ai tendu le rapport du labo. C'est ce qu'ils ont trouvé dans le thé que maman a fait pour Chloé. Émilie l'a parcouru bien trop vite, faisant à peine semblant de lire, puis a levé les yeux, déjà sur la défensive. Anna, sérieusement? Ce ne sont que des herbes. Maman achète tout à la pharmacie. Elle a dit ça trop facilement, d'un ton trop répété, comme quelqu'un qui connaissait déjà l'histoire. Exactement, a renchéri maman. Tout vient du magasin, c'est tout naturel. J'ai juste mélangé les bocaux. C'est ça, acquiesça Émilie rapidement. Tu sais comment elle est. Elle en a des millions. Je les ai regardées toutes les deux. Deux femmes, même peur, masques différents. Maman se protégeait. Émilie protégeait l'illusion d'une famille. Très bien, ai-je dit. Laissons le labo décider. Si c'est inoffensif, tant mieux. Maman a bondi de sa chaise. Et si ça ne l'est pas? Alors, je le lui ferai savoir. Puis j'ai fait une erreur. Je suis vieille, Anna. Ça arrive. Mais accuser ta propre mère de vouloir faire du mal à un enfant, c'est cruel. Je n'accuse personne, ai-je dit. Je ne veux juste plus que personne ne boive dans tes thermos. Fais ce que tu veux, dit-elle, en se détournant. Ne sois juste pas surprise quand il n'y aura plus de famille. Émilie lui a mis une main sur l'épaule. Maman, ne t'énerve pas. C'est mauvais pour toi. Puis elle a tourné ce même regard désapprobateur vers moi. Comment peux-tu la traiter comme ça? Elle sort à peine de l'hôpital. J'ai regardé maman, pâle, tremblante, et Émilie, la tenant comme un garde du corps dans un drame familial que personne n'avait demandé. Je suis vraiment désolé de ce qui nous arrive, ai-je dit. Et pendant une seconde, j'ai failli les croire. Peut-être qu'elles avaient raison. Peut-être que j'exagérais. Maman aurait pu mélanger les bocaux, les doses. Sa vue est mauvaise, ses mains tremblent. Ça arrive. Les gens font des erreurs. Peut-être que toute cette histoire n'était vraiment qu'un accident stupide, et que je l'avais transformée en quelque chose de monstrueux dans ma tête. Je voulais tellement les croire, parce qu'elles sont ma famille, parce que je les aimais encore d'une certaine façon. Et juste au moment où je commençais à me pardonner d'avoir surréagi, j'ai attrapé mon sac à main, et j'ai renversé une pile de journaux sur le rebord de la fenêtre. Ils sont tombés au sol avec un claquement, et quelque chose de mince a glissé de dessous. Un petit carnet à la couverture usée. Je me suis baissé pour le ramasser, et la voix de maman a déchiré l'air, aiguë, paniquée. Ne touche pas à ça. C'est à moi. Rends-le-moi. Elle avait l'air trop effrayée. J'ouvris le carnet là où un marque-page dépassait, lus quelques lignes, et je me figeai. 3 dates. Je les connaissais par cœur. Les dates des grandes compétitions de danse de Chloé au cours de l'année passée. La dernière, tout récemment, en route vers les étoiles. Les 2 autres? Les jours exacts où Chloé était tombée malade et n'avait pas pu danser. Lily avait gagné les 2 fois. À côté de chaque date, des chiffres qui ressemblaient à des doses, suivis de l'écriture de maman. Des notes sur le moment de l'administration et les effets. Donné le soir, estomac le lendemain. Donné le matin, faiblesse, vertige, dure 24 heures.
Et sous la plus récente, avant la performance, somnolence. Celle-là m'a frappé de plein fouet. Parce que maman avait offert du thé à Chloé ce matin-là, non pas à la maison, mais juste avant le spectacle, dans les coulisses. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je chuchoté. Ma voix fonctionnait à peine. Maman a cherché à attraper le carnet. Ce sont mes recettes. Des notes pour les mélanges de plantes, pour que je me souvienne comment elles agissent. J'ai secoué la page ouverte devant elle. Et ces lignes? Ces jours précis où Chloé était malade? C'est quoi, ça? Elle a jeté un coup d'œil, et a répliqué sèchement, tu imagines des choses. Ces notes n'ont rien à voir avec Chloé. J'essayais juste d'aider les filles. J'en avais assez. Aider? Tu voulais aider Lily un peu plus, n'est-ce pas? Tu as donné à Chloé un thé qui l'a rendue malade, pour que Lily puisse gagner. Je me tournai vers Émilie. Tu savais, n'est-ce pas? Maman se prit la poitrine, haletante. Oh, je ne me sens pas bien, dit-elle faiblement, en regardant Émilie. Elle nous accuse de Dieu sait quoi. Arrête ça, lança Émilie, en attrapant le bras de maman pour la diriger vers le canapé. Tu es folle, Anna. Nous n'avons rien fait. Puis elle s'est jetée sur moi, essayant de m'arracher le carnet. Donne-moi ça. Je l'esquivai. Non, je vais apporter ça à quelqu'un qui saura vraiment lire ce que ça signifie. Elles me lancèrent toutes les deux un regard furieux, mêlé de rage, de peur et de culpabilité. Tu vas aller à la police? Contre ta propre mère, siffla Émilie. Je n'en sais rien, répondis-je honnêtement. Cela dépendra de ce qu'ils trouveront dans ce que tu as fait avaler à mon enfant. Maman s'est effondrée sur le canapé. Tu déformes tout, dit-elle, la voix creuse. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. J'ai mal calculé, c'est tout. Elle se mit à pleurer, doucement. Pas de mélodrame. Juste le son d'un souffle qui se brise. Émilie se tenait à ses côtés, serrant la lanière de son sac à sang blanchir les phalanges. S'il te plaît, dit-elle. Ne fais rien de précipité. Discutons, c'est tout. Nous avons discuté, ai-je dit. Maintenant, j'ai besoin de réponses. J'ai glissé le carnet dans mon sac, et j'ai croisé le regard de maman. Je ne t'accuse pas, ai-je dit. Je vais juste faire en sorte que tes accidents ne se reproduisent plus de manière programmée. Puis je suis parti. Le lendemain, j'ai ramené l'échantillon au labo de l'hôpital, en leur précisant que c'était lié à l'affaire précédente. Ils m'ont promis les résultats pour le lendemain matin. Ils ont appelé pile à l'heure. C'est le même composé que celui que nous avons trouvé dans le thé, a dit le médecin. Très dangereux pour un enfant à dose plus élevée. Je l'ai remercié, sans poser de questions. J'ai juste demandé le rapport. Après cela, ce n'était plus mon travail. C'était celui de la police. Laissons-les déterminer exactement quelle dose de danger ma famille avait versé dans la coupe de ma fille. J'ai tout rassemblé, les rapports, les photos, le carnet, l'agenda de maman, et je suis allé au poste. L'officier de service avait la cinquantaine, avec ce genre de calme que seuls ceux qui en ont trop vu peuvent afficher. Il a écouté, a parcouru les papiers, et a dit qu'ils allaient enquêter. En sortant, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de dégoût. Envers les gens, envers les liens du sang, envers tout ce qui est censé vous protéger et qui, au lieu de cela, devient une menace. Ce soir-là, Chloé a demandé si elle pouvait aller voir grand-mère. Non, ai-je dit. Grand-mère est occupée. À quoi? À trier ses herbes. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à ses dessins animés. Et je me suis dit que peut-être, pour une fois, quelqu'un dans cette famille allait vraiment commencer à trier des choses, pas des herbes, mais sa conscience. J'ai fermé mon portefeuille. Pas de drame, pas de discours. Juste des clics froids et méthodiques, dans mon application bancaire en ligne. J'ai annulé les compléments de pension mensuels, les paiements des services publics, et le prélèvement automatique pour l'assurance santé complémentaire. Je ne lui ai rien dit. Quand l'argent cesserait d'arriver, elle comprendrait. Les appels ont commencé quelques jours plus tard, juste après qu'elle eût été convoquée pour interrogatoire. Son ton était aigu, hystérique. Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu pu appeler la police contre ta propre mère?
C'est absurde. Je ne ferai jamais de mal à Chloé exprès. Tu veux que je meure en prison? Maman, ai-je dit calmement. Chloé est tombée malade 2 fois avant de grandes compétitions. Je veux juste que des spécialistes comprennent pourquoi. Tu es une ingrate, a-t-elle chuchoté de façon mélodramatique. C'est une bonne chose que ton père ne soit plus là pour voir cette honte. Et l'argent? Est-ce que tu as arrêté les virements? Oui. Très bien. Son murmure s'est transformé en un cri. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Tu le regretteras. Il me traîne à des interrogatoires. Mes nerfs ne lâchent pas. Si je tombe malade et que je meurs, tu sauras que c'est ta faute. Puis vint Émilie. Même registre, voix différente. Retire ta plainte. Annule tout. Tu envoies notre mère en prison. Elle est vieille. Elle va mourir là-bas. Il n'y avait aucun remords dans leurs paroles, aucun doute. Juste de la panique. Pas pour l'âme de maman, mais pour leur confort. Tout ce que j'entendais, c'était « retire la plainte, retire la plainte, retire la plainte ». Mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais déjà vu. L'enquête a traîné. Maman n'a pas été arrêtée, elle a juste signé une interdiction de voyager. Les détectives tournaient sans cesse autour des mêmes questions. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que l'enfant ne se sentait pas bien? Y a-t-il des témoins pour les incidents précédents? J'avais l'impression que rien ne bougeait, et les appels ne s'arrêtaient jamais. Maman et Émilie hurlaient et suppliaient tour à tour, me traitant d'ingrate, me menaçant en disant que je devrais vivre avec ça sur la conscience. Je répondais de moins en moins, puis plus du tout. 10 jours plus tard, l'enquêteur a appelé. L'affaire a été requalifiée, a-t-il dit. D'empoisonnement accidentel à préjudice intentionnel sur mineur. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé, sans attendre de réponse. Il n'était pas censé me le dire, à cause de la confidentialité et tout ça, mais il a hésité, puis a lâché, votre mère a admis avoir donné la substance à Chloé exprès, comme sédatif. Elle a dit que l'enfant n'avait pas besoin de ces compétitions de danse de toute façon, et qu'elle ne devrait pas s'énerver autant. Il fit une pause, attendant probablement que je réagisse. Je ne pus pas. Il y avait juste un bourdonnement dans ma tête. Elle a essayé de revenir sur ses propos plus tard, a-t-il poursuivi. Elle a dit qu'elle s'était mal exprimée. Qu'elle avait mélangé les bocaux. Mais les mots sont là. C'est maintenant une affaire criminelle. Elle a vraiment dit ça, ai-je enfin réussi à croasser. Ma voix ne me semblait plus être la mienne. Pas besoin. Pour qui? Lily? Elle n'a nommé personne, dit-il rapidement, puis plus doucement, écoutez, je vous en ai déjà dit plus que je ne le devrais. Merci de me l'avoir dit, ai-je murmuré. Il a marqué un nouveau silence. Je suis désolé, a-t-il dit, avant de raccrocher. Je suis resté assise avec le téléphone à la main, fixant le vide. Ça faisait mal. Peut-être parce qu'au fond de moi, j'espérais encore que c'était une erreur. Des bocaux mélangés, une mauvaise vue, n'importe quoi sauf de l'indifférence. Mais une fois qu'il l'avait dit à voix haute, une fois que je savais qu'elle avait avoué, tout s'est effondré en moi. La pire chose que j'avais crainte s'est avérée être vraie. Ma mère avait voulu faire du mal à mon enfant. Même l'enquêteur, quelqu'un qui en avait probablement tout vu, avait eu de la peine pour moi. Le reste est allé vite. Le procès s'est terminé 3 mois plus tard. Le procureur a réclamé une peine de prison ferme, mais l'âge de maman et sa santé fragile lui ont valu 2 ans de mise à l'épreuve, et une interdiction d'approcher Chloé. Émilie est repartie libre, aucune preuve solide n'ayant permis de démontrer son implication. 1 an a passé depuis. Maman vit seule désormais, malade, fauchée, en colère contre le monde entier. Émilie et Lily vivent séparément. Elles se disputent beaucoup. Les voisins jasant. J'ai entendu dire que Lily avait arrêté la danse. Émilie me rejette la faute pour tout. Chloé et moi ne parlons à aucune d'elles. Nous allons bien. Elle danse de nouveau, elle rit de nouveau, persuadée que la vie n'a pas toujours un revers caché. Parfois, je la regarde tournoyer devant le miroir et je me dis que c'est peut-être à ça que ressemble vraiment le bonheur. Juste un enfant vivant et souriant. De temps en temps, je regarde une vieille photo, maman tenant la main d'Émilie dans l'une, la mienne dans l'autre. Il y a encore de la chaleur là-dedans.
Le passé ne s'efface pas, il s'arrête simplement de respirer le même air que vous, mais il n'y a plus de bocaux d'herbe chez moi, ni de thé. Alors dites-moi, ai-je bien agi? Aurais-je dû aller jusqu'au tribunal, ou simplement pardonner et passer à autre chose? Que auriez-vous fait à ma place? Laissez un commentaire. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Il y en a beaucoup d'autres, bien réelles, qui arrivent.